Donner la vie, devenir mère est une période de transformation complète. Et pour beaucoup d'entre nous, le soutien d'une mère pendant cette période représente une boussole, une épaule sur laquelle nous pouvons nous reposer. Que se passe-t-il quand cette présence manque? Quand cette personne qu'on aurait voulu appeler 1000 fois par jour, cette personne à qui on aurait voulu poser un tas de questions n'est plus là. Dans cet épisode, nous donnons la parole à Kendra, une femme, une maman qui a traversé cette réalité et qui est prête aujourd'hui à partager son expérience avec nous. Un épisode fort, sensible et qu'on espère réconfortant pour toutes celles qui traversent la même situation. Bonjour Kendra. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau de Maman sans filtre. Plaisir partagé. Alors, merci d'avoir pensé à moi. Merci aussi d'être là avec nous. On va commencer par la petite présentation déjà pour ceux qui nous regardent. Qui est Kendra? Alors, je m'appelle Kendra Huguena. Je suis connue sur les réseaux sociaux sous le nom de la Petite Lionne, maman de 2 enfants, une fille et un garçon. Et à côté de ça, j'ai créé une boîte de marketing, Trop un Storytelling, qui dure déjà 2 ans et demi. Et je suis passionnée de tout ce qui est décoration d'intérieur, photographie et des voyages, et aussi la bonne cuisine africaine. Ah wow. En tout cas, je pense que ceux qui nous regardent peuvent savoir, là tu as bien défini en quelques mots qui est Kendra. Donc là on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de ton rapport avec la maternité. Donc la première question que je vais te poser, est-ce que tu as toujours rêvé d'être maman? Oui, j'ai toujours rêvé d'être maman. Je pense depuis toute petite, j'avais déjà cet instinct maternel. Même à la maison, je jouais déjà le rôle de la maman, de la tata. J'aimais commander. J'aimais être celle qui dit ce qu'on doit faire, comment on doit faire, ce qu'on ne devrait pas faire. J'aimais aussi trahir. Donc, et il arrivait des jours... Oui, beaucoup. Donc, il arrivait des jours où mon entourage m'appelait grand-mère ou maman parce que ils voyaient déjà en moi ce côté maternel. Et comment as-tu imaginé ce rôle, toi qui n'avais plus ta propre maman à tes côtés? Alors, c'est vrai que j'ai pas eu de maman, j'ai pas eu de repère maternel, mais la maternité, pour moi, je l'ai vue, je l'ai construite. Je l'ai imaginé, je l'ai construit avec ce que je regardais à la télé, je prenais un peu chez mes tatas, je prenais un peu chez mes grands-mères, je prenais un peu chez les grandes sœurs, je voyais ce qui se passait à la télé et le plus important, je disais, la maternité pour moi va se construire sur la base de ma présence, la communication, vraiment être là pour mes enfants. Donc je prenais un peu de partout, de tout, de mon parcours aussi, de mes échecs et je l'ai utilisé pour faire une petite bibliothèque pour moi. D'accord. Et quelles ont été tes plus grandes appréhensions en devenant mère? Alors, c'est déjà de faire des enfants et ne pas être là. Donc, on peut comprendre oui, le lien. C'était et c'est toujours ma plus grande peur. À tout moment sortir, quelque chose m'arrive et les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et je pense que c'est juste ça. J'ai jamais eu peur d'être maman, mais j'ai toujours eu peur d'être maman et de ne plus être là. Mais cette peur-là, quelque part, n'affecte pas ta relation avec tes enfants, de te dire à chaque fois que tu peux sortir et de ne pas... Ce sentiment d'insécurité, en fait, est-ce que ça affecte la relation que tu as avec tes enfants? Non, parce que je ne manque pas ça à mon premier fils qui est plus grand, il a 7 ans. Je ne le manque pas, il y a une petite barrière que je crée, mais au fond, j'ai très peur. Ok, on va aller encore un peu plus en profondeur du sujet. Donc là, maintenant, on va aborder un peu l'absence de ta maman un peu plus en profondeur. Et la première question que je vais te poser, c'est que tu as perdu ta maman jeune. Est-ce que tu aimerais nous en parler si tu te sens à l'aise avec la question? Oui, ça va. Ok. C'était quoi les circonstances? D'accord, je vais être un peu bref. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai, de 6 mois à 12 ans, j'ai grandi avec ma grand-mère. Et la première fille de ma grand-mère, que j'appelais maman, pour moi, je ne savais pas que c'était ma tante. Donc, pour moi, c'était ma maman. Donc, jusqu'au primaire, il y avait une petite discussion familiale et elle m'a sorti sur un canapé que, tu sais, je ne suis pas ta maman. Juste comme ça? Oui, juste comme ça, à cause d'une discussion familiale. Et moi, pour moi, c'était un peu un choc
quand j'y pense encore et je me dis, je pense elle aurait dû attendre au moins le secondaire que j'en mets mon mot. Même l'âge, la façon mais j'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça, donc tout le temps j'y pense et tout. Je pense que j'avais déjà posé la question, mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, en grandissant, j'ai pas eu de réponse à mes questions. J'ai grandi déjà avec la famille de mon père. Il ne parlait absolument pas de ma maman, il ne connaissait même pas le nom et tout. Donc, j'avais peur de demander qui est ma maman, où elle est, qu'est-ce qui s'est passé, elle est décédée de quoi, parce que je pense que c'est au cours moyen 2, au CM2 qu'on me dit que ma maman est décédée, mais on ne m'a pas dit comment ma maman est décédée. Maladie, accident de circulation, on ne m'a pas précisé. Ok, donc je pense que c'est au secondaire, il y a 7 ou 6 ans, quand je rencontre la famille de ma maman sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La petite sœur de ma mère. Sur Facebook? Oui, la petite sœur de ma maman a vu ma photo de profil. Donc elle dit, ah non, tu ressembles à ma grande sœur. Et elle me harcelait et tout. Et j'essayais de comprendre pourquoi la dame m'écrit, qu'est-ce qui se passait. J'étais tellement désagréable. Elle me dit, non, prends au moins mes appels, réponds à un message, je vais t'expliquer ce qui se passe. Alors, je réponds. Et elle me dit, voilà, moi, je suis telle personne, je suis la petite sœur de ta maman, je te donne le nom de ta mère et tout. Moi, j'avais juste le nom de l'acte de naissance. Dieu merci, c'était le nom que j'avais... que j'ai, c'est l'acte de naissance qui est le nom de ma maman, la date de naissance et tout. Ce sont les mêmes informations. Donc là, je dis, ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle me dit, ok, ta maman est décédée quand tu avais l'âge de 6 mois de suite d'une maladie. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que... Oui. Non. Ça va aller. On peut comprendre ton émotion. Alors, c'est comme ça qu'elle m'a raconté l'histoire. Elle m'a raconté un peu qui était ma maman dans les circonstances de son décès, ce qui s'est passé. Elle m'a donné le nom que ma maman m'a donné. C'était le nom qui est dans mon acte de naissance. Elle m'avait donné un petit nom. Elle a profité pour me partager des photos. Et ça a été un moment rempli. C'était en soirée, donc c'était un moment rempli d'émotions. Que ce soit pour elle ou pour moi. Et j'ai pas voulu avoir les contacts avec la famille de ma maman. Tout de suite. Du moins, jusqu'à présent, j'ai pas voulu avoir. Donc, je suis restée un peu dans ma bulle en fait, parce que la famille de ma maman, ils vivent, je pense qu'ils devaient me chercher. Pas pour me garder, mais pour avoir un tonton qui vient les week-ends te voir avec des biscuits ou quoi que ce soit, c'était quand même important. Ok. Vraiment, je suis désolée de te replonger un peu dans ces souvenirs tristes là. Je sais que c'est pas facile à raconter. C'est pas grave, c'est mon histoire, je peux pas changer. Oui, c'est ça. C'est aussi cette authenticité là qui fait un peu la beauté de ce que nous partageons sur ce plateau. Mais je voulais te demander comment est-ce que tu as traversé des étapes de ta vie bien précises sans cette présence maternelle. Je parle peut-être du mariage, grossesse, enfin toutes les étapes de la vie d'une femme. Alors, on va aller étape à étape. Le mariage, ça a été tellement dur parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Le mariage est considéré comme un truc que tu dois garder en secret. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Et moi, vu que je n'avais pas cette présence maternelle, même si j'étais bien entourée, j'avais besoin tout simplement de ma maman. J'avais besoin d'une maman qui va gronder les prestataires, qui va dire aux prestataires, non, tu fais comme ça, tu fais pas ci, tu ne sais pas d'arnaquer, parce que je voyais bien que les prestataires essayaient de m'arnaquer, mais je ne trouvais pas le temps, même si je l'ai, pour dire aux prestataires, voilà, je supporte pas ça. Je voulais bien cette autorité maternelle qui me dit, voilà, tu fais pas ça. Vous avez dit 10 heures, vous êtes là à 10 heures et tout. Et chaque fois que j'arrivais avec ma robe, devant Madame le maire, tout le visage de femme que je voyais, en fait, j'avais l'impression de voir ma mère. Je ne connais pas son visage, mais tous les silhouettes, je me disais, peut-être c'est ma maman. Donc, ça me faisait tellement mal. Et pour ma grossesse, alors c'était encore plus compliqué, mes 2 grossesses. J'avais besoin de ma maman. J'avais des questions à poser, j'avais pas de réponse. C'était super dur. Il arrivait des moments tout le temps pendant mes grossesses. Je pense que pendant mes 2 grossesses, j'ai tout le temps pleuré. Je pleurais tout le temps, pas parce que j'avais mal, pas parce que j'avais des symptômes, parce que j'avais besoin de ma maman qui me faire des soupes, des légumes du village, des repas traditionnels, qui des massages, me préparait des feuilles, des puges et tout. C'était tellement dur et mon mari me disait tout le temps, arrête de pleurer, c'est pas bon pour l'enfant, mais je pouvais pas arrêter, c'était plus fort que moi. Et pendant mon accouchement, c'était compliqué. J'ai accouché une fille, là, ma dernière grossesse, c'était une fille, je lui ai donné le nom de ma maman, Virginie.
Et la preuve que je pense tout le temps à ma mère, même si je ne l'ai jamais vue, même si j'arrive pas à faire le visage, son visage dans ma tête, même si j'ai vu les photos, c'est compliqué. Donc oui, je le vis tellement dur au quotidien. C'est pas facile. Je voulais te demander, est-ce qu'il y a des moments où cette absence te pèse particulièrement? Mais je pense que tu as déjà répondu à cette question. Oui, quand je suis avec les enfants, je pense avec les enfants. Tout ce qui est en rapport avec les enfants. Même parfois dans la vie de couple, tu as besoin des conseils d'une maman, tu ne vas pas aller te confier à une personne à l'extérieur. Et voilà. Mais est-ce que dans ces moments-là, tu ne cherches pas des figures maternelles autour de toi? Peut-être des tantes, des amis, enfin, des amis de tes tantes. Est-ce que tu ne cherches pas des figures maternelles pour jouer un peu ce rôle qui ne sera pas peut-être pareil, mais qui pourra avoir un effet similaire sur ton... Alors, je l'ai toujours fait. Depuis que je suis toute petite, je l'ai toujours fait. Mes camarades de classe, je les considérais comme des grandes sœurs. Okay. Même si c'était ma petite sœur, j'avais besoin d'une grande sœur, j'avais besoin d'un grand frère. Je l'ai toujours fait depuis que je suis petite. Et quand je me confiais, parce que j'ai vécu dans... Mon enfance n'a pas été facile. J'ai vécu différemment dans différentes familles. Et dans chaque famille, il y a le code de vie, il y avait le comportement. Donc c'était compliqué. Et j'avais besoin de l'affection, de l'amour d'une maman, l'amour d'une grande sœur. Et quand je me confiais aux gens, ils l'utilisaient pour m'insulter. Parfois, si on a un problème, tu vois, ils me lançaient un mot que voilà, donc c'était compliqué. Mais j'ai rencontré des belles personnes. J'ai rencontré des grandes personnes qui illuminent mon quotidien tous les jours, qui me rappellent. En fait, quand je vais parler de Tata Hortense, vous me permettez de citer leur nom. Je vais parler de Tata Hortense, je vais parler de Tima, de Ornella, de Raïssa. En fait, quand je vois tout ce qu'ils font pour moi, je me dis, mais peut-être c'est ma maman, c'est l'ange de ma mère qui est ancré sur cette personne. Ils se comportent envers moi comme si j'étais un membre de leur famille, alors que non. Donc oui, je l'ai cherché, j'ai eu des coups, j'ai eu des gens qui se sont moqués, mais j'ai eu des gens qui sont restés pour la personne que je suis. Ils m'ont tenu la main en tant que maman, en tant que grande sœur, en tant que tante. Donc oui. Okay. J'espère avoir répondu à la question. Non, tu as très bien répondu. Et là, on va parler de la maternité sans modèle maternel. Donc ma première question sera de savoir comment fait-on pour devenir maman sans exemple direct? Pour moi, je vais parler de moi parce que honnêtement, je ne me positionne pas comme une personne qui va donner un conseil sur la maternité, parce que la maternité, ça vient à sa manière. On ne se prépare pas à l'enfant qu'on va avoir, on ne se prépare pas à la maman qu'on va devenir. Donc, pour moi, j'ai utilisé mon parcours, j'ai utilisé la vie que les gens avaient vis-à-vis de moi. J'ai utilisé le comportement que je voyais à la télé, j'ai utilisé la façon dont les gens se comportaient avec moi pour faire ma petite bibliothèque, comme je le disais au début, et faire mon éducation, que ce soit dans ma maison ou pour mes enfants. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, est-ce que tu es fière de la maman que tu es? Ah oui, tellement. Mais tellement. Mes enfants... Mon fils qui a 7 ans me le dit tout le temps, maman, je t'aime, maman, tu es la meilleure maman du monde. Tellement, je ne savais même pas que je devais être mère un jour dans ma vie, parce que quand j'étais petite, même je me rappelle, on me disait tu es romain, tu ne peux même pas porter un enfant. Je pense que c'était à l'âge de, j'étais en 5e, donc des injures, toujours des membres des familles, donc tellement les yeux fermés, je suis fière de la maman que je suis devenue, je suis tellement heureuse d'avoir les enfants que j'ai. C'est essentiel. Mais on va parler aussi de ton époux. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans toute cette expérience-là? Il a subi pendant les moments de tristesse, mais il a toujours été là. Toujours, et il est là, il continue à être là. Il a joué le rôle de l'époux, il a joué le rôle de la grand-mère, il a joué le rôle de la maman. Pendant mes premières nuits de grossesse, c'était dur de tenir le bébé à l'été, et lui devait aller au travail le lendemain matin. Donc il se réveillait, à chaque réveil il était là, c'est moi qui dormais. Il faisait le bibi, il changeait, il est présent pour les enfants. Quand je suis fatiguée, il prend les enfants, il va faire un tour. Quand j'ai des crises, il comprend. Vraiment, il n'y a pas de recette magique. Savoir que je suis avec lui dans ce moment, dans ce voyage, ça m'apaise, ça me rend la vie tellement facile. Et je suis tellement fière de l'avoir comme mari. Je peux lui dire que je l'aime. Oui, bien sûr. Je t'aime beaucoup, mon cœur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ça ramène un peu d'amour. On a beaucoup parlé de tristesse, donc ça ramène un peu d'amour sur ce plateau. Et là, on va parler d'un tout autre domaine. Tu es très présente sur les réseaux sociaux.
Oui. Tu as Ok. réussi à te construire une petite communauté qui te suit, qui aime bien voir ce que tu fais de ta journée, tes activités. Et aujourd'hui, en tant que maman, comment tu arrives à concilier ta vie personnelle, professionnelle et cette image publique? Déjà sur les réseaux, je ne mets pas trop en avant mes enfants. La petite, pas du tout. Le garçon, je pense, c'est 2 fois tous les 3 mois. Il est C'est un là. choix. C'est mon choix. Ok. Parce que je ne sais pas ce que les enfants veulent devenir. Peut-être qu'ils vont être des agents secrets qui ne voulaient pas être sur les réseaux. Je ne sais pas, je sais pas. Oui. Donc ça sera à eux de voir, De décider. de décider. Et je fais ce que je veux. Bon, je fais ce qui me fait plaisir. Ma page, mes réseaux sociaux, je les construis pour moi, pas pour mes enfants ni pour ma famille. Donc je publie ce que je veux. Je publie tout ce qui est dans le domaine de l'éducation, tout ce qui est dans le domaine culturel, pour mettre en avant par exemple mon pays, ma culture, mes activités, et pour causer aussi avec d'autres femmes qui ont eu des parcours un peu différents que la mienne et un peu pareil aussi que la mienne. Donc c'est comme un show, j'arrive à faire la part des choses. Donc j'arrive à tamiser ce que je mets, ce que je ne mets pas, et voilà. En gros, je fais ce que je veux et je n'ai aucune obligation. Justement, je voulais te demander, est-ce que en tant que maman exposée, tu n'as pas cette pression, ce besoin de tout faire parfaitement, de vouloir bien faire, parce que tu es quand même regardée par des centaines, des milliers de jeunes femmes? Ok, faire bien pour les réseaux, c'est ça? Oui. Non. Comme je vous ai dit, je fais ce que je veux. Si ce que je vais faire n'arrange pas certaines personnes, c'est leur problème en fait. Tu reçois souvent des retours négatifs, des personnes qui sont... Je sais que sur les réseaux sociaux, les gens s'impliquent beaucoup. Toujours. Surtout dans notre contexte, vraiment, les gens s'impliquent beaucoup dans la vie. Non, je ne reçois La pas vie des souvent. C'est juste pendant la période du mariage. Il y a d'autres que j'ai eu des petits messages compliqués, mais j'ai pas fait attention. Pour les enfants, je reçois des messages souvent. Pourquoi on ne voit pas plus souvent les enfants? Pourquoi tu ne fais pas plus souvent des contenus concernant les enfants et tout? Donc oui, donc je reçois parfois, mais je reçois pas souvent les commentaires négatifs, très rarement. Tout est positif. Tout est positif, ils apprécient. Bon, c'est positif, mais j'espère que la pensée aussi est positive. Bon, oui, je pense que s'il le dit, ça veut dire qu'il... Parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont souvent très intransigeants, ils sont très regardants sur les détails. Donc, chaque fois qu'ils n'ont pas peur, généralement, de parler, parce qu'à la fin de la journée, c'est pas comme s'ils vont vous croiser dans la rue. Après, sur les réseaux, je suis là. Après, je suis pas là. Je suis pas là tout le temps. Okay. Je suis là mardi. Je reviens mardi dans 2 semaines. Et... Tu donnes une priorité à ta vie de maman, ta oui, vie personnelle. ma vie de maman et ma vie de famille, je la garde vraiment intime. Ok. Je la garde vraiment intime. Les réseaux sociaux, je vais pour tu m'amuser. Tu la préserves des réseaux sociaux. Voilà, donc je vais pour m'amuser. Quand j'ai des activités à faire avec ma boîte, True Storytelling, donc je prépare des activités, des cool talk, etc. Donc, Ok. Et on arrive au terme de cet échange. Mais je vais te poser une dernière question avant qu'on ne se sépare. C'est aujourd'hui, tu as vécu toute cette expérience qui t'a quelque part aussi beaucoup appris en tant que femme. Et si tu as une jeune fille qui regarde cette émission aujourd'hui et qui a traversé les mêmes épreuves que toi et qui s'apprête aussi, qui se demande si elle peut être mère demain, comment est-ce qu'elle sera en tant que mère, quel est le conseil que tu pourras lui donner? Je ne me positionne pas comme une personne qui va donner les conseils dans la maternité. Mais ce que je peux dire à la personne, c'est de faire confiance en son instinct. On ne se prépare pas pour être mère. La maternité, c'est un voyage vers l'inconnu. On ne connaît pas l'enfant qu'on va avoir, on ne connaît pas la maman qu'on va devenir. Il faut demander au Seigneur de répondre à ses prières, poser des questions et dire Seigneur, réponds à mes prières, envoie-moi un signe, si ce que je vais faire ou ce qu'on va me faire, comment je vais réagir. En fait, je dirais, voilà, faire confiance, avoir confiance en son instinct, s'écouter, beaucoup prier et surtout être très bien entouré. Et le plus important, la maman doit être en bonne santé. La santé mentale de la maman, c'est le plus important. La personne la plus importante pour toi, c'est toi la maman en fait, c'est pas l'enfant. Parce que si tu n'es pas bien, les enfants ne sont pas bien, le foyer n'est pas bien. Donc c'est d'être en bonne santé, mentalement, physiquement, même si c'est, je sais pas en fait. Donc le plus important c'est la maman. Si la maman est bien, les fleurs apparaissent. C'est comme l'arbre en fait. Si les racines sont propres, tu as des jolies fleurs. Donc la maman doit avoir confiance en elle, avoir confiance en son instinct, beaucoup prier, prendre soin d'elle pour pouvoir bien prendre soin de son entourage et de sa famille, être bien entourée.
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. C'est déjà beaucoup ce que tu as dit. En tout cas, moi, je retiens quelque chose de vrai dans ce que tu as dit. C'est qu'on ne connaît pas l'enfant qu'on va avoir et on ne peut pas connaître la maman qu'on va devenir. Ça, franchement, je pense que les personnes qui nous regardent devraient méditer sur cette phrase. Parce que parfois, quand on est enceinte, on se met beaucoup de pression. On se dit, on regarde à gauche, on regarde à droite. On a envie d'être la maman parfaite. Et il faut donner du mieux qu'on peut. Parce qu'en fait, ce mieux, c'est le meilleur qu'on peut donner à l'enfant. Il ne faut pas faire des efforts énormes, s'épuiser mentalement et après ne plus avoir la force. Donc, il faut donner du mieux qu'on peut. Et ce mieux, c'est le plus important. En fait, c'est le meilleur qu'on va donner à l'enfant, que ce soit dans la vie de famille, que ce soit aussi dans la vie de couple. Il faut faire de son mieux. Il ne faut pas se battre, il ne faut pas se détruire. Il ne faut pas... Non, il faut donner du mieux qu'on peut. En tout cas, merci Kendra pour cette très belle conclusion. À vous tous qui nous regardez, merci d'avoir suivi cet épisode qui a été riche en émotions. J'espère que vous avez aimé. Déjà, laissez un commentaire, allez liker les pages Mobile Maman sur tous nos réseaux sociaux et retrouvez-nous très prochainement pour un nouvel épisode de ce podcast Maman sans filtre. Ciao.